Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Courir ou mourir » de Kilian Jornet. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Kilian Jornet est un athlète espagnol né en 1987, spécialisé dans l'ultra-trail, le ski alpinisme et l'alpinisme. Il est considéré comme l'un des plus grands coureurs de montagne de l'histoire en raison de ses performances exceptionnelles et de son endurance hors norme. Ses exploits marquants. Ultra Trail, multiple vainqueur de courses mythiques comme l'Ultra Trail du Mont Blanc, UTMB, la Hard Rock 100 et la Zegama Escori. Ski alpinisme, champion du monde dans plusieurs disciplines, notamment en course verticale et en individuel. Alpinisme, auteur d'ascensions records sur des sommets emblématiques comme l'Everest, qu'il a gravi 2 fois en une semaine en 2017 sans oxygène supplémentaire, le Cervin, le Mont Blanc et le Denali. Son approche. Jornet est connu pour son approche minimaliste et sa philosophie tournée vers la nature et l'exploration. Il a créé le projet Summit of My Life, visant à battre des records d'ascension sur les montagnes les plus emblématiques du monde. En plus d'être un athlète de haut niveau, il est aussi écrivain et a publié plusieurs livres sur sa vision de la montagne et de la performance, notamment Courir ou mourir et la frontière invisible. Introduction. La montagne ne se traverse pas, elle se vit. Courir ou mourir de Kilian Jornet est plus qu'un récit d'ultra-trail, c'est une immersion dans l'esprit d'un homme façonné par l'altitude, la souffrance et la liberté. Son écriture, à la fois poétique et brute, nous entraîne dans un voyage intérieur où chaque ascension devient une métaphore du dépassement de soi. Dès les premières pages, Jornet nous plonge dans son univers, un monde où l'endurance et la persévérance sont les seuls passeports valables. Le premier chapitre nous invite à comprendre d'où vient cette obsession du mouvement et comment un enfant élevé dans les Pyrénées est devenu l'un des plus grands coureurs de montagne de tous les temps. Chapitre 1, les racines d'un champion. Le récit débute là où tout a commencé, dans un chalet isolé des Pyrénées catalanes, perché à 2000 mètres d'altitude. Kilian Jornet grandit dans un environnement où la nature est omniprésente et la montagne n'est pas un simple décor, mais un terrain de jeu, d'apprentissage et de découverte. Son enfance est marquée par une liberté totale, courir dans les sentiers, grimper au sommet avant même de savoir marcher avec aisance, apprendre à écouter la montagne et à en respecter les règles implicites. Très tôt, il intègre les notions d'humilité et d'adaptation, car la montagne ne pardonne pas. Cette immersion quotidienne dans cet univers sauvage façonne son mental, forge son endurance et ancre en lui une quête instinctive de dépassement. Dans ce chapitre, Jornet nous décrit les longues journées passées à explorer les sentiers avec ses parents. Son père, gardien de refuge, et sa mère, enseignante en sport, lui inculquent les bases de l'autonomie et de la résilience. Il n'est pas question de confort ni de facilité. Ici, le froid mord, l'effort est une habitude et chaque ascension est un test. À 5 ans, Kilian réalise déjà ses premières randonnées de plusieurs heures. À 10 ans, il gravit l'Aneto, le sommet le plus haut des Pyrénées, une expérience qui lui fait comprendre que le plaisir ne réside pas dans l'arrivée, mais dans le chemin parcouru. Jornet insiste sur un aspect fondamental, la souffrance ne doit pas être un obstacle, mais une alliée. L'inconfort forge le caractère. Très jeune, il apprend à repousser ses limites en adoptant un état d'esprit qui refuse la complaisance. Son quotidien est fait d'efforts constants, des montées interminables, des conditions météorologiques hostiles, des descentes techniques où chaque faux pas peut être fatal. Pourtant, il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir, mais d'accepter cette douleur comme un passage nécessaire vers la liberté et la découverte de soi. Le chapitre explore également un autre élément clé de sa formation, la compétition contre lui-même. Kilian ne court pas pour battre les autres, mais pour se mesurer à ses propres limites. Il nous raconte comment, enfant, il se lançait des défis absurdes, monter plus vite, redescendre sans s'arrêter, parcourir une crête en un temps record. Cette approche ludique mais intense forge en lui une mentalité de champion, où la performance n'est jamais une finalité, mais un moyen de se sentir vivant. En parallèle, Jornet développe une connexion intime avec la nature. Contrairement aux environnements urbains où la vitesse et la performance sont dictées par des chronomètres, en montagne, le temps prend une autre dimension. Il apprend à lire les nuages, à écouter le vent, à comprendre le langage silencieux des cimes. Chaque course est une danse avec les éléments, un dialogue avec le terrain. Ce respect profond pour la nature deviendra l'une des valeurs centrales de sa philosophie de vie et de course. Conclusion. Le premier chapitre de Courir ou mourir est bien plus qu'un simple récit d'enfance. Il est une plongée dans les fondations d'un esprit hors du commun, un manifeste sur l'importance de l'environnement dans la construction d'un individu. Kilian Jornet nous rappelle que les limites sont souvent celles que nous nous imposons et que le véritable dépassement ne se mesure pas en record, mais en capacité à embrasser l'inconfort et à en faire une force. À travers ce récit, il nous invite à reconsidérer notre propre relation à l'effort, à la nature et à la liberté. Car au fond, ce qui compte n'est pas tant la destination que l'élan qui nous pousse à avancer, encore et toujours. Pour Jornet, courir n'est pas un simple acte physique,
mais un art de vivre, une philosophie où chaque foulée est une réponse à l'appel des sommets. Résumé du chapitre 2. Le chapitre 2 de Courir ou mourir marque une transition essentielle dans le parcours de Kilian Jornet. Si le premier chapitre nous immergeait dans son enfance et la découverte précoce de la montagne, ce deuxième volet s'attaque aux défis de l'adolescence, l'affûtage de la discipline, la découverte des courses longue distance et les premières vraies douleurs physiques et mentales. La montagne comme école de vie. Dès le début du chapitre, Jornet décrit comment la montagne devient un terrain d'apprentissage. Il ne s'agit plus seulement de plaisir ou de jeu, mais d'un laboratoire où l'endurance et la persévérance sont testées en conditions réelles. Il raconte comment, jeune adolescent, il commence à se mesurer à des parcours plus exigeants, repoussant constamment ses limites. Il découvre alors que courir en montagne ne se résume pas à avancer vite, c'est un art de la gestion de l'effort, du mental et de l'environnement. La montagne lui apprend la patience. Contrairement aux courses sur route où l'effort est linéaire, la montagne impose un dialogue constant entre le corps et le terrain. Monter trop vite, c'est risquer de s'épuiser avant le sommet. Descendre trop agressivement, c'est s'exposer à des blessures. C'est ici que se forge son instinct d'athlète, savoir écouter chaque sensation, anticiper les réactions de son corps et adapter sa stratégie. Première confrontation avec la douleur. Dans ce chapitre, Jornet parle aussi des premières souffrances qu'il rencontre dans sa quête de performance. Ce ne sont plus les petites douleurs de l'enfance, celles que l'on oublie en rentrant chez soi. Ce sont des douleurs profondes, ancrées dans la chair et dans l'esprit. Il évoque la brûlure des muscles, l'angoisse des nuits passées à grelotter sous une tente après une course, la sensation d'être au bord de l'abandon. Mais c'est précisément dans ces moments de détresse qu'il découvre une vérité essentielle, la douleur est une illusion passagère. Elle ne définit pas ce que l'on est, mais ce que l'on devient. C'est un passage obligé pour qui veut se dépasser. Il partage une anecdote marquante, une ascension particulièrement éprouvante où chaque pas semblait peser une tonne, où chaque souffle était une bataille. Pourtant, au sommet, la souffrance disparaît, remplacée par une euphorie indescriptible. C'est une leçon qu'il appliquera toute sa vie, au creux de la difficulté se cache toujours une récompense. L'importance du mental. Un autre enseignement majeur de ce chapitre réside dans la force du mental. Jornet comprend que la vraie performance ne repose pas seulement sur des jambes solides ou des poumons entraînés, mais sur une capacité à dompter ses pensées. Il évoque les moments où l'envie d'abandonner devient presque insupportable. Quand le corps hurle, quand chaque pas semble impossible, c'est l'esprit qui doit prendre le relais. Il parle de stratégies qu'il utilise pour tenir. Fragmenter l'effort, au lieu de penser à la totalité du parcours restant, il se concentre sur le prochain virage, le prochain sommet, le prochain ravitaillement. Utiliser la visualisation, avant une course, il s'imagine franchir la ligne d'arrivée, ressentir la satisfaction du défi accompli. Trouver du plaisir dans l'effort, il transforme la douleur en un dialogue, une conversation avec lui-même où chaque sensation devient un élément du jeu. C'est ainsi qu'il parvient à transformer les moments de souffrance en opportunités de grandir. La solitude comme allié. Un autre thème fort de ce chapitre est la solitude. Contrairement au sport collectif, la course en montagne est un voyage solitaire. Jornet se retrouve souvent seul pendant des heures, voire des jours, avec pour seule compagnie son souffle et le bruit du vent. Il décrit la solitude comme un double tranchant, d'un côté, elle est un refuge, un espace de méditation et de connexion avec la nature. Mais elle peut aussi devenir un piège mental, un gouffre dans lequel on s'égare si l'on n'apprend pas à la maîtriser. Il partage des moments où, perdu dans ses pensées, il a frôlé l'égarement, où la fatigue et l'isolement lui ont fait douter de son propre chemin. Pourtant, cette solitude est aussi ce qui lui permet de se connaître profondément. Dans ces moments où il n'y a ni public, ni adversaire, ni encouragement, il se confronte à sa propre essence. Qui est-il sans le regard des autres? Que vaut réellement son effort s'il n'est vu par personne? C'est ici que naît une prise de conscience essentielle. Courir, ce n'est pas prouver quelque chose aux autres, c'est se prouver quelque chose à soi-même. Conclusion. Le chapitre 2 de Courir ou mourir est une plongée intense dans l'apprentissage de la discipline, du dépassement et de la résilience. Kilian Jornet y partage ses premières confrontations avec la vraie douleur, celle qui forge et transforme. Il met en lumière l'importance du mental, la nécessité d'apprivoiser la solitude et la capacité à trouver du plaisir dans l'effort extrême. Ce chapitre illustre parfaitement l'idée maîtresse de l'ouvrage, la course en montagne n'est pas qu'un sport, c'est un voyage intérieur. Chaque ascension est une métaphore de la vie, chaque difficulté une leçon. En dépassant ses propres limites, Jornet apprend à mieux se connaître, à transcender la souffrance pour toucher à une forme de liberté pure. À travers ces pages, il ne nous raconte pas seulement son histoire. Il nous donne des clés, des outils applicables à n'importe quel défi. Car au fond, que l'on soit coureur ou non, la vraie question que pose ce livre est universelle, sommes-nous prêts à aller au bout de nous-mêmes pour découvrir qui nous sommes vraiment? Résumé du chapitre 3.
La quête du sommet, un défi mental autant que physique. Dans ce chapitre, Kylian Jornet évoque l'un de ses premiers défis de taille, gravir un sommet mythique en un temps record. Dès les premières lignes, il nous plonge dans l'intensité de la préparation et l'obsession du détail. Pour lui, battre un record ne dépend pas seulement de la condition physique, mais surtout d'une approche stratégique et mentale. La première leçon qu'il partage est celle de la préparation méticuleuse. Courir en montagne ne s'improvise pas. Il faut connaître le terrain, comprendre la météo, anticiper les difficultés. Jornet décrit comment il étudie minutieusement chaque portion du parcours, visualise chaque passage technique et calcule ses efforts pour optimiser chaque foulée. Il insiste sur l'importance de la connaissance de soi. Chacun a ses forces et ses faiblesses, et un coureur de montagne doit apprendre à écouter son corps. Il raconte comment il teste ses limites, expérimente différentes stratégies d'alimentation et de récupération, ajuste son rythme pour éviter l'épuisement prématuré. L'obsession de l'amélioration continue. Kylian Jornet n'est pas simplement un coureur, c'est un perfectionniste. Dans ce chapitre, il parle de sa volonté constante de progresser, de se dépasser à chaque entraînement. Il ne se contente pas de courir plus vite, il cherche à courir mieux. Il applique un principe fondamental, l'amélioration marginale. Chaque détail compte. Un changement de posture, une meilleure gestion de l'énergie, un équipement plus adapté, tout est optimisé pour gagner quelques secondes précieuses. Il partage une anecdote marquante, lors d'une course, il réalise qu'il perd de l'énergie inutilement dans les descentes. Plutôt que de simplement s'entraîner davantage, il analyse sa technique, modifie sa façon d'aborder les appuis, réduit ses mouvements superflus. Résultat, une progression significative sans avoir augmenté son volume d'entraînement. Le message est clair, la progression ne vient pas toujours d'un effort supplémentaire, mais souvent d'un travail plus intelligent. Le combat intérieur, entre doute et résilience. Mais ce chapitre ne parle pas seulement de technique. Il explore aussi le combat mental que tout athlète traverse. Car même les plus grands champions doutent. Même Jornet, avec sa détermination de faire, a connu ces moments où la fatigue semble insurmontable, où la motivation vacille. Il raconte une expérience particulièrement marquante, une ascension où, à mi-parcours, il sent ses forces le quitter. Le froid s'infiltre dans ses muscles, la douleur devient omniprésente. L'envie de s'arrêter devient presque irrésistible. C'est ici qu'il met en pratique l'une de ses stratégies clés, le découpage mental. Plutôt que de penser à la totalité du chemin restant, il se fixe des objectifs intermédiaires. D'abord atteindre le prochain rocher. Puis tenir jusqu'au sommet suivant. Un pas après l'autre, il reprend le contrôle de son esprit et parvient à dépasser l'épuisement. Il partage aussi un conseil précieux, trouver un pourquoi puissant. Lorsqu'on court uniquement pour la victoire, la motivation peut vaciller. Mais lorsqu'on court pour une raison plus profonde, un défi personnel, une quête intérieure, alors l'énergie semble inépuisable. C'est là l'un des secrets de Kylian Jornet, il ne court pas pour les trophées, il court pour l'expérience, pour le voyage intérieur que chaque course lui procure. Le rôle du plaisir dans la performance. Dans ce chapitre, Jornet insiste sur une idée essentielle, pour performer à long terme, il faut aimer ce que l'on fait. Beaucoup d'athlètes s'imposent une discipline stricte, une routine rigide, mais ils finissent par perdre le plaisir. Lui, au contraire, cultive cette joie de courir. Il évoque une règle simple, alterner entre rigueur et spontanéité. Certains jours, il suit un entraînement structuré, millimétré. D'autres jours, il part sans plan précis, juste pour le plaisir de courir, d'explorer. Cette approche lui permet de rester passionné, de ne jamais ressentir la course comme une contrainte. Il donne un conseil applicable à tous, quelle que soit l'activité que l'on pratique, il faut toujours se rappeler pourquoi on a commencé. Revenir aux sensations initiales, aux premiers instants de plaisir, pour entretenir la flamme de la motivation. Conclusion. Le chapitre 3 de Courir ou mourir est une plongée fascinante dans l'esprit d'un champion. Kylian Jornet y dévoile les piliers de sa réussite, la préparation minutieuse, l'obsession de l'amélioration, la résilience face aux doutes et l'importance du plaisir dans l'effort. Ce chapitre est une leçon universelle. Que l'on soit sportif ou non, il nous rappelle que la performance est avant tout une affaire d'état d'esprit. La clé du succès, ce n'est pas simplement d'en faire plus, c'est d'en faire mieux. C'est savoir écouter son corps, ajuster sa stratégie, cultiver une motivation profonde. Et surtout, ce chapitre nous enseigne une vérité essentielle, les plus grandes victoires ne sont pas celles que l'on remporte sur les autres, mais celles que l'on remporte sur soi-même. Résumé du chapitre 4. La fascination pour les cimes. Depuis son enfance, Kylian Jornet a toujours levé les yeux vers les sommets. Mais ce n'est que progressivement qu'il commence à comprendre ce que signifie réellement évoluer en altitude. Ce chapitre raconte comment, à mesure qu'il repousse ses limites en course, il se sent attiré par un nouveau défi, courir toujours plus haut, jusqu'aux plus grandes montagnes du monde.
Il évoque ses premières expériences en haute altitude, des ascensions où il se confronte à un élément nouveau, l'hypoxie. Lorsque l'air se fait plus rare, chaque mouvement devient un effort démultiplié. Il découvre que l'altitude n'est pas seulement une question de force physique, mais avant tout une affaire de stratégie et de mental. Il se remémore une course où, alors qu'il se trouve au sommet d'un col à plus de 3000 mètres, il ressent pour la première fois cette sensation de vertige, de fatigue écrasante, cette lutte intérieure entre l'envie d'avancer et le besoin de ralentir. Mais au lieu de reculer, il décide d'en faire un apprentissage, comment adapter son corps à ces conditions extrêmes. Comment apprendre à gérer l'effort dans un environnement qui ne pardonne aucune erreur. L'apprentissage du vide. Jornet partage un moment clé, une ascension où il se retrouve face à une paroi abrupte, le souffle court, le vide sous ses pieds. Là-haut, il n'y a pas de place pour l'hésitation. Chaque décision doit être prise avec lucidité, car la moindre erreur peut être fatale. C'est ici qu'il comprend une règle essentielle, en altitude, la peur n'est pas un ennemi, c'est un guide. Elle lui apprend à être attentif, à ressentir chaque mouvement avec une intensité accrue. Il ne s'agit pas d'ignorer la peur, mais de l'apprivoiser, de l'utiliser comme une boussole pour avancer avec prudence et détermination. Il partage une technique qu'il applique dans ses moments de doute, l'ancrage dans le présent. Plutôt que de penser au sommet encore lointain, il se concentre sur l'instant présent, poser le pied au bon endroit, sentir le poids de son corps, ajuster sa respiration. C'est une leçon qu'il appliquera tout au long de sa carrière, dans les moments les plus durs, la clé est de ramener son attention au moment présent, sans se laisser submerger par l'ampleur du défi. L'adaptation du corps et de l'esprit. Ce chapitre est aussi une plongée dans la manière dont Kilian Jornet apprend à adapter son corps à ces conditions extrêmes. L'altitude impose une approche différente de la performance. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais l'efficacité. Il nous explique comment il travaille son acclimatation. Entraînement en hypoxie, il simule les conditions d'altitude en s'entraînant en montagne, en dormant en haute altitude pour habituer son organisme à fonctionner avec moins d'oxygène. Gestion de l'effort, il apprend à ralentir son rythme, à écouter son souffle, à adapter son alimentation pour éviter les chutes d'énergie. Renforcement mental, il s'expose volontairement à des conditions extrêmes pour habituer son esprit à rester lucide même sous pression. Il partage une anecdote sur une nuit passée en altitude, où le froid et la fatigue le poussent à bout. Plutôt que de céder à l'inconfort, il se répète une phrase qu'il garde en tête dans chaque défi, le corps abandonne bien avant l'esprit. Cette conviction devient son moteur. Peu importe la douleur, il sait que tant que son esprit tient, son corps suivra. L'ivresse des sommets et la redescente à la réalité. Atteindre un sommet procure une sensation unique, une euphorie mêlée à une forme de plénitude. Jornet décrit ces instants comme des moments suspendus, où le temps semble s'arrêter. Là-haut, au-dessus des nuages, tout semble insignifiant. Mais il rappelle aussi une vérité souvent oubliée, l'ascension n'est que la moitié du chemin. Beaucoup d'alpinistes et de coureurs échouent non pas en montant, mais en descendant. La fatigue, l'exaltation peuvent engendrer des erreurs fatales. Il raconte une expérience où, après avoir atteint un sommet, il se sent invincible. Mais à la descente, l'épuisement le frappe de plein fouet. Ses appuis deviennent moins sûrs, son esprit moins clair. C'est un rappel brutal, en montagne, il ne faut jamais relâcher son attention, même après la victoire. Cette leçon, il l'applique aussi à la vie, ce n'est pas l'atteinte d'un objectif qui compte, c'est la manière dont on gère l'après. Un succès mal géré peut vite tourner à l'échec. La clé est de rester humble, de ne jamais se croire arrivé. Conclusion. Ce chapitre de Courir ou mourir est une véritable immersion dans la philosophie de Kilian Jornet face à l'altitude. Il ne s'agit pas seulement d'un défi physique, mais d'un apprentissage profond sur la peur, l'adaptation et la gestion de l'effort en conditions extrêmes. Jornet nous enseigne plusieurs leçons fondamentales. L'altitude n'est pas une ennemie, mais un terrain d'apprentissage. Il faut comprendre ses effets, apprendre à écouter son corps et ajuster son effort en conséquence. La peur est un guide. Plutôt que de la combattre, il faut l'utiliser pour affiner son instinct, améliorer sa prise de décision. Le corps abandonne avant l'esprit. La véritable limite est mentale, et c'est en développant sa résilience que l'on dépasse les moments de doute. L'ascension n'est que la moitié du chemin. La réussite ne se mesure pas au sommet atteint, mais à la façon dont on gère l'ensemble du parcours, y compris le retour. À travers ce chapitre, Jornet nous montre que la course en montagne n'est pas qu'une affaire de vitesse ou de record. C'est une école de vie, un espace où l'on apprend à se confronter à soi-même et à découvrir jusqu'où l'on peut vraiment aller. Résumé du chapitre 5. La première vraie chute. Depuis ses débuts, Kilian Jornet a toujours repoussé ses limites. Son corps, habitué dès l'enfance à l'effort, semblait infaillible. Mais la montagne est un juge impartial, et elle finit toujours par rappeler qu'elle est plus forte que l'homme. Dans ce chapitre, Jornet raconte un moment clé, une course où, pour la première fois,
il se heurte à une limite qu'il ne peut pas franchir. La douleur est insidieuse, d'abord une gêne, puis une brûlure qui envahit ses jambes. Il sent que quelque chose ne va pas, mais son esprit refuse d'écouter. Il continue, persuadé que la volonté suffira à surmonter l'obstacle. Puis vient le moment fatidique, son corps cède. Un faux appui, une douleur fulgurante. Il tombe. Pas une simple chute anodine, mais celle qui remet tout en question. Allongé au sol, il comprend que, pour la première fois, il ne pourra pas se relever immédiatement. Comprendre la blessure, le corps a ses propres règles. Ce passage du livre est une leçon d'humilité. Kilian Jornet, habitué à dominer la montagne, réalise qu'il n'est pas invincible. Son corps, qu'il croyait capable de tout encaisser, vient de lui envoyer un message clair, il y a des limites qu'il ne peut ignorer. Il décrit avec une précision clinique les sensations de la blessure, la douleur sourde qui s'installe, le gonflement, l'incapacité à poser le pied. Mais le plus dur, ce n'est pas la blessure elle-même, c'est l'acceptation. Jornet nous parle de cette frustration qui ronge l'athlète blessé, de cette sensation d'impuissance lorsqu'on est forcé de s'arrêter. Il explore le combat intérieur entre le désir de reprendre au plus vite et la nécessité d'écouter son corps. C'est ici qu'il partage une règle essentielle, la patience est une compétence aussi cruciale que la vitesse. Beaucoup d'athlètes échouent non pas à cause d'une blessure, mais parce qu'ils veulent revenir trop vite, ignorant les signaux du corps. Il raconte comment il a dû réapprendre à s'écouter, à accepter que la récupération fait partie de l'entraînement. Il compare cela à la montagne, on ne peut pas toujours être en ascension. Il faut savoir descendre, se reposer, pour mieux repartir ensuite. L'échec en course, quand le mental flanche. Mais ce chapitre ne parle pas seulement de blessures physiques. Jornet nous entraîne dans un autre type de chute, celle du mental. Il évoque une compétition où, malgré une préparation parfaite, il se retrouve incapable de suivre le rythme. Son souffle est court, ses jambes lourdes. L'énergie qui d'ordinaire l'habite semble absente. Rapidement, il voit les autres coureurs le dépasser, un à un. Son esprit entre en lutte, faut-il abandonner? Il décrit avec intensité ce moment où l'on se sent au bord du gouffre. La tentation de tout arrêter est forte. L'orgueil souffre. Lorsqu'on est habitué à la victoire, accepter la défaite est un combat intérieur. Mais c'est ici que réside l'une des plus grandes leçons du livre, il faut savoir perdre pour mieux gagner. Jornet partage une technique mentale qu'il utilise dans ces moments-là, changer son regard sur l'échec. Plutôt que de voir cette course comme un échec, il décide de la considérer comme un apprentissage. Chaque course difficile est une occasion d'apprendre sur soi-même, sur ses limites, sur ce qui doit être amélioré. Se relever, transformer la chute en force. L'une des forces de Kilian Jornet, c'est sa capacité à ne jamais rester au sol. Chaque échec devient une opportunité d'apprendre, chaque blessure une occasion de mieux comprendre son corps. Dans ce chapitre, il décrit comment il a réévalué son entraînement après cette blessure. Plutôt que de simplement attendre de guérir, il a cherché à comprendre pourquoi elle était survenue. Il a analysé sa technique, sa récupération, son alimentation. Il partage une règle simple, mais essentielle, lorsqu'on tombe, il faut analyser la chute avant de repartir. Beaucoup trop de coureurs reviennent de blessures sans avoir changé quoi que ce soit, répétant les mêmes erreurs jusqu'à la prochaine chute. Jornet applique cette même logique au mental, après chaque course difficile, il prend le temps de décortiquer ce qui n'a pas fonctionné. Était-ce un problème de préparation? De stratégie? D'état d'esprit? Cette approche lui permet de transformer chaque échec en un levier de progression. Et c'est là l'une des grandes forces des champions, ils ne voient pas la chute comme un obstacle, mais comme une étape du processus. Conclusion. Le chapitre 5 de Courir ou mourir est une ode à la résilience. Kilian Jornet y partage une vérité essentielle, la progression n'est jamais linéaire. Il y aura toujours des moments de doute, des blessures, des courses ratées. Mais ce qui définit un vrai coureur, ce n'est pas sa capacité à éviter les chutes, c'est la manière dont il se relève. Ce chapitre nous apprend plusieurs leçons clés. Accepter l'échec comme un apprentissage, chaque chute est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur soi-même. Écouter son corps, la patience et la récupération sont aussi importantes que l'effort lui-même. Ne pas confondre défaite et abandon, échouer dans une course ne signifie pas être un mauvais coureur. C'est simplement une étape sur le chemin de la progression. Toujours analyser avant de repartir, que ce soit une blessure ou un échec mental, il faut comprendre la cause avant de chercher à aller de l'avant. À travers ce chapitre, Jornet nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans la victoire, mais dans la capacité à se relever encore et encore. Car au fond, la course, comme la vie, est une succession de chutes et de relèvements. Ceux qui vont le plus loin ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui savent toujours se remettre en mouvement. Résumé du chapitre 6. Une course qui bascule.
Kylian Jornet nous transporte au cœur d'une de ses courses les plus éprouvantes. Dès les premiers kilomètres, tout semble aller comme prévu. Son corps est en alerte, ses jambes répondent parfaitement, chaque foulée est fluide. Il se sent porté par la montagne, connecté à la nature. Mais peu à peu, un malaise s'installe. Ce n'est pas une douleur brutale, pas une blessure franche. Plutôt une fatigue qui s'infiltre lentement, une lassitude qui alourdit chaque pas. Il tente d'ignorer ces signaux, persuadé que ce n'est qu'une phase passagère. Puis, soudain, le mur se dresse devant lui. Ses jambes ne répondent plus. Chaque pas devient un effort titanesque. Sa respiration est saccadée, son cœur bat trop vite. Il a chaud, puis froid. Son esprit, d'ordinaire si aiguisé, commence à se brouiller. Il doute. Pourquoi continue-t-il? Quel est le sens de tout ça? Il décrit cet instant avec une précision troublante, car tout coureur, à un moment ou un autre, se retrouve confronté à cette sensation. Ce moment où l'on se demande si l'on a atteint ses limites. Le dialogue intérieur, abandonner ou continuer. Dans ce chapitre, Jornet nous ouvre une porte sur le dialogue intérieur qui se joue en lui. Il y a une voix qui lui murmure d'arrêter. Cette voix est raisonnable, presque logique. Elle lui dit que son corps a assez souffert, qu'il ne gagnera pas aujourd'hui, qu'il est inutile de continuer à endurer cette douleur. Mais il y a une autre voix, plus profonde, plus instinctive. Celle qui lui rappelle pourquoi il est là. Celle qui lui dit que la souffrance n'est qu'une illusion passagère, que son corps est capable de bien plus que ce qu'il imagine. Il nous parle d'un concept essentiel en ultra-trail, la gestion de la douleur mentale. Ce n'est pas le corps qui décide de l'abandon, mais l'esprit. Et l'esprit, lui, peut être entraîné. Il partage une technique qu'il utilise pour surmonter ces moments, fragmenter l'effort. Plutôt que de penser aux kilomètres restants, il se concentre sur l'instant présent. Un pas après l'autre. Une montée après l'autre. Ne jamais regarder trop loin, mais juste assez pour continuer. Trouver une seconde énergie. À un moment, quelque chose change. Il ne sait pas exactement comment ni pourquoi. Peut-être est-ce une poussée d'adrénaline, peut-être est-ce son mental qui reprend le dessus. Mais il sent une nouvelle énergie l'envahir. Ce phénomène est bien connu des ultra-trailers. Le corps possède des réserves cachées, que l'on ne découvre qu'au moment où tout semble perdu. Jornet explique que le vrai défi, ce n'est pas d'être fort dès le départ, mais de savoir puiser dans ses ressources enfouies lorsque tout semble terminé. Il évoque un souvenir d'enfance, un jour où, petit garçon, il avait suivi son père en montagne, malgré la fatigue. Il se souvient de cette sensation d'être au bout de ses forces, puis du moment où, presque miraculeusement, il avait trouvé la force de continuer. Il comprend que cette capacité à repousser la douleur ne s'apprend pas en un jour. Elle se forge au fil des années, au fil des épreuves. Il donne un conseil clé pour tous ceux qui veulent progresser, s'entraîner à dépasser volontairement sa zone de confort. Sortir courir même quand on est fatigué. Accepter de ne pas toujours être à 100%, mais continuer malgré tout. C'est ainsi que l'on construit une vraie résilience mentale. La ligne d'arrivée, une victoire intérieure. Finalement, il franchit la ligne. Ce n'est pas son meilleur temps, ce n'est peut-être même pas une victoire officielle. Mais c'est une victoire bien plus grande, celle sur lui-même. Il nous rappelle que la réussite ne se mesure pas toujours en trophée ou en chrono. Parfois, la plus grande réussite, c'est simplement de ne pas avoir abandonné. Il conclut ce chapitre avec une phrase puissante. Ce jour-là, j'ai appris que la seule chose qui peut vraiment nous arrêter, c'est nous-mêmes. Conclusion. Le chapitre 6 de Courir ou mourir est une leçon magistrale sur la résistance mentale. Kylian Jornet nous plonge dans une expérience universelle, ce moment où l'on se sent au bout du rouleau, où chaque fibre de notre corps nous supplie d'arrêter. Mais il nous enseigne aussi que ce mur n'est pas infranchissable. Il est une illusion créée par notre esprit. En apprenant à le reconnaître, à dialoguer avec lui, nous pouvons le surmonter. Les leçons clés de ce chapitre. Le mur est mental, pas physique, notre corps est plus fort que nous le pensons. C'est notre esprit qui doit être entraîné à ne pas céder. Fragmenter l'effort, plutôt que de penser à l'objectif final, se concentrer sur chaque petit pas. Accepter l'inconfort, la souffrance est temporaire. Elle finit toujours par s'atténuer si l'on persiste. S'entraîner à la résilience, intégrer la difficulté dans son entraînement pour habituer son mental à tenir bon. À travers ce chapitre, Jornet nous rappelle que le vrai défi n'est pas la course elle-même, mais la lutte intérieure que nous menons contre nos propres limites. Ceux qui vont au bout sont ceux qui apprennent à négocier avec eux-mêmes, à ignorer cette voix qui murmure d'arrêter, et à faire confiance à cette autre voix, plus profonde, qui sait que nous sommes capables de bien plus que ce que nous croyons. Résumé du chapitre 7. Un sommet en ligne de mire. L'ascension commence avant même de poser un pied sur le sentier.
Elle débute dans l'esprit, dans la décision d'y aller, de tenter, de se mettre en mouvement. Journée décrit avec précision les préparatifs de cette expédition, le choix du parcours, la météo incertaine, les doutes qui émergent. Dès les premiers pas, il sent que ce sera une course différente. Ce n'est pas une simple compétition avec d'autres coureurs, mais un duel avec la montagne elle-même. L'air est froid, le sol rocailleux. Chaque pas doit être précis, mesuré, sous peine de perdre l'équilibre. Il avance, concentré, absorbé par le rythme de sa respiration et par les sons de la nature. Il ressent la montagne comme une entité vivante, tantôt accueillante, tantôt impitoyable. Il sait qu'ici, l'erreur n'est pas permise. Il évoque l'importance de l'humilité face aux éléments, un principe fondamental pour tout montagnard. Mais alors que l'ascension progresse, un doute s'installe, va-t-il réussir? L'épreuve du doute et de la fatigue. La fatigue arrive par vagues, insidieuses. Elle commence par un léger ralentissement, puis s'étend à tout le corps. Ses jambes deviennent lourdes, chaque pas demande un effort supplémentaire. C'est dans ces moments-là que la vraie bataille commence. Jornet parle de cette lutte intérieure avec une franchise impressionnante. Il ne cherche pas à embellir l'effort, la douleur est réelle, le doute aussi. Il se surprend à penser à l'abandon, à envisager le demi-tour. Mais il sait aussi que ce genre de pensées font partie du processus. Il nous apprend une technique mentale clé, remplacer le doute par l'action. Plutôt que de s'attarder sur la fatigue, il se concentre sur les détails immédiats, poser un pied après l'autre, réguler sa respiration, ajuster son rythme. Il refuse de donner trop d'espace aux pensées négatives, car il sait qu'elles peuvent devenir envahissantes. Un conseil qu'il partage ici, quand le doute surgit, recentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Dans la course comme dans la vie, l'incertitude est inévitable, mais ce qui fait la différence, c'est notre capacité à continuer malgré elle. La peur, allié ou ennemi? À mesure qu'il grimpe, le terrain devient plus technique. Les roches sont glissantes, le vide se rapproche. C'est là que la peur s'invite. Elle est présente, tangible, presque physique. Mais Jornet ne la voit pas comme un obstacle. Il l'accueille, la reconnaît comme un signal d'alerte utile. Il nous explique que la peur peut être une force si elle est bien utilisée, elle pousse à la vigilance, à la concentration, à la prudence. Ce qui est dangereux, ce n'est pas la peur elle-même, mais la panique. Il évoque un moment clé de l'ascension où il doit prendre une décision rapide, continuer par un passage risqué ou faire un détour plus long mais plus sûr. Il écoute son instinct, évalue les risques et choisit l'option qui lui semble la plus juste. Dans ce passage, il nous offre un conseil précieux, ne jamais ignorer ses signaux intérieurs. Que ce soit en montagne ou dans nos choix de vie, nous avons tous une intuition, une petite voix qui nous guide. Il faut apprendre à lui faire confiance. L'arrivée au sommet, un moment de vérité. Finalement, après des heures d'effort, il atteint le sommet. Le vent souffle fort, le paysage s'ouvre devant lui dans une immensité silencieuse. À cet instant, tout prend sens. Il décrit ce moment avec une intensité rare, ce n'est pas la victoire qui compte, mais l'expérience, la transformation intérieure qui s'est opérée tout au long de l'ascension. Il n'est plus le même que lorsqu'il a commencé. Il est allé au bout de lui-même, et c'est cela, la véritable récompense. Il nous rappelle que chaque sommet atteint n'est jamais une fin en soi. Il y a toujours un autre sommet, une autre course, un autre défi. L'important, ce n'est pas tant d'arriver, mais de continuer à avancer. Conclusion. Le chapitre 7 de Courir ou mourir est une puissante métaphore de la vie. Kilian Jornet nous montre que la vraie réussite ne se mesure pas en médailles, mais dans notre capacité à persévérer, à écouter notre instinct et à nous reconnecter à l'essentiel. Les leçons clés de ce chapitre. Le sommet commence dans l'esprit, avant d'entreprendre un défi, il faut d'abord croire qu'il est possible. Remplacer le doute par l'action, au lieu de se laisser envahir par l'incertitude, se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Utiliser la peur à son avantage, la peur n'est pas un ennemi, c'est un signal qui nous aide à mieux nous préparer et à avancer prudemment. L'expérience vaut plus que l'arrivée, ce n'est pas le sommet en lui-même qui importe, mais ce que l'on devient en y accédant. À travers ce récit, Jornet nous enseigne que la montagne, comme la vie, n'est pas une course vers un objectif final, mais un chemin d'apprentissage. Nous ne sommes pas là pour battre des records, mais pour apprendre à nous connaître, à apprivoiser nos doutes et à puiser dans nos forces cachées. Ce chapitre est une invitation à repousser nos limites, à embrasser l'inconnu et à toujours viser plus haut. Car au fond, ce n'est pas tant l'atteinte du sommet qui compte, mais ce que nous découvrons sur nous-mêmes en chemin. Résumé du chapitre 8. Le début d'une course hors du temps. L'ascension commence sous un ciel chargé. L'air est lourd, le terrain humide. Dès les premiers mètres, il ressent une fatigue inhabituelle. Son corps semble lui envoyer un message clair, aujourd'hui n'est pas un bon jour. Pourtant, il continue. Il sait que ces moments sont des tests. L'important,
ce n'est pas de se sentir bien, mais de savoir comment avancer quand on ne l'est pas. Chaque foulée est une bataille intérieure entre l'envie d'arrêter et la volonté de poursuivre. Dans ces instants, il se rappelle une règle essentielle, se concentrer sur l'instant présent. Ne pas penser à la distance qu'il reste à parcourir, ne pas s'inquiéter de la fatigue qui s'accumule. Juste avancer, un pas après l'autre. C'est un enseignement clé de la course en montagne et de la vie en général, quand le chemin semble trop long, réduis ton focus à la prochaine étape. Face au vide, le moment de vérité. Alors qu'il grimpe, le sentier devient plus technique. À droite, une paroi abrupte, à gauche, le vide. Un faux pas et c'est la chute. C'est là que la peur refait surface. Elle n'est plus une simple pensée abstraite, elle est physique, palpable. Son cœur bat plus vite, sa respiration se saccade. Il sait qu'il doit reprendre le contrôle, sinon la panique prendra le dessus. Il applique une technique qu'il a développée au fil des années, répéter une phrase simple et rassurante. Ici, il se dit, respire. Avance. Contrôle. Ce genre de mantra est un outil puissant. Il permet de détourner l'attention de la peur et de se concentrer sur l'action. C'est un conseil qu'il donne à tout coureur ou aventurier, trouve une phrase qui t'aide à retrouver ton calme et répète-la autant que nécessaire. Progressivement, il reprend confiance. Son corps retrouve son équilibre, ses gestes deviennent plus fluides. Il est totalement absorbé par le moment, dans un état que les psychologues appellent le flow, cet état où l'on est entièrement présent, où chaque action semble se faire naturellement. L'épuisement total, quand le corps dit stop. L'ascension continue, mais la fatigue devient insupportable. Ses jambes sont du plomb, sa vision se brouille. Il sent qu'il est proche de ses limites. C'est un moment qu'il a vécu des dizaines de fois, mais il sait qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Il écoute son corps, ralentit, prend une pause. Il sait que savoir s'arrêter est une force, pas une faiblesse. Il se rappelle une règle qu'il applique toujours en montagne, quand on est épuisé, ne jamais prendre de décision radicale. L'esprit fatigué exagère les problèmes, transforme un simple inconfort en urgence. La meilleure chose à faire est d'attendre, respirer, et réévaluer la situation calmement. Après quelques minutes, il sent que son corps accepte de repartir. Lentement, il retrouve son rythme. Parfois, le simple fait de ralentir permet de continuer. L'arrivée, une victoire intérieure. Après des heures d'effort, il atteint enfin le sommet. Ce n'est pas la première fois qu'il gravit cette montagne, mais chaque ascension est unique. Il prend un moment pour observer le paysage, sentir le vent sur son visage. Il se rappelle pourquoi il fait tout cela. Ce n'est pas pour la performance, ni pour la reconnaissance. C'est pour ces instants de pure liberté, où il n'y a plus rien d'autre que l'instant présent. Il comprend une chose essentielle, la montagne n'est jamais conquise, c'est elle qui nous accepte, temporairement. Conclusion. Ce chapitre nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Se concentrer sur l'instant présent, quand tout semble difficile, ne pense pas à l'objectif final, pense juste au prochain pas. Gérer la peur avec un mantra, une phrase simple peut aider à reprendre le contrôle quand le mental vacille. Savoir écouter son corps, ralentir ou faire une pause n'est pas un signe d'échec, c'est une stratégie pour aller plus loin. Le sommet n'est jamais une fin en soi, c'est le chemin parcouru qui compte, pas seulement l'arrivée. Kilian Jornet nous rappelle que la montagne, tout comme la vie, est un terrain de jeu exigeant mais incroyablement riche en apprentissage. Chaque défi, chaque peur surmontée, chaque pas accompli est une victoire sur soi-même. Ce chapitre est une invitation à ne pas fuir l'effort, mais à l'embrasser. À voir dans la difficulté non pas un obstacle, mais une opportunité de croissance. Parce qu'au bout du chemin, ce que l'on trouve, ce n'est pas un sommet, mais une version plus forte de soi-même. Résumé du chapitre 9, le sens du sacrifice. Le chapitre 9 commence par une évocation des moments où l'on se retrouve confronté à des choix difficiles, souvent entre confort et performance. Kilian explique que le chemin vers l'excellence, notamment dans la course en montagne, nécessite une multitude de sacrifices qui peuvent parfois paraître inconscients, mais qui sont pourtant essentiels pour atteindre des objectifs hors du commun. Il décrit des moments précis où il a dû faire face à des choix qui semblaient insignifiants mais qui, en réalité, se sont avérés cruciaux pour ses performances futures. Un des sacrifices majeurs dont il parle est celui de l'équilibre personnel. Il évoque les nombreuses fois où il a choisi de repousser ses limites physiques, souvent au détriment de son bien-être mental et émotionnel. Pour lui, l'engagement dans une activité aussi exigeante demande une sorte d'isolement et de dévouement total. Il n'est pas rare qu'il ait dû faire face à des douleurs physiques, parfois même des blessures, qu'il a ignorées ou mises de côté pour continuer sa course. Un autre sacrifice important qu'il mentionne est celui de la vie sociale. Jornet admet que sa passion pour la montagne et la course a souvent pris le pas sur ses relations personnelles. Les fêtes, les voyages avec des amis ou même les moments en famille étaient parfois relégués au second plan.
Kylian va même jusqu'à affirmer qu'il a dû renoncer à une vie normale pour se consacrer pleinement à sa discipline. Pour lui, cela fait partie intégrante du processus. Il décrit son engagement comme une sorte de relation exclusive avec la montagne, où chaque montée, chaque course devient une forme de dialogue avec elle. Un aspect fascinant du chapitre est la manière dont Jornet relie le sacrifice à la notion de liberté. Bien qu'il s'engage à sacrifier des aspects de sa vie personnelle et sociale, il parle de la liberté qu'il ressent lorsqu'il court en montagne. Cette liberté ne provient pas de l'absence de contraintes, mais de la maîtrise de soi, de la capacité à surmonter les obstacles et de la force mentale qui résulte de ces sacrifices. Le vrai sacrifice, dit-il, n'est pas celui qui nous prive de quelque chose, mais celui qui nous donne la possibilité de devenir ce que nous avons toujours rêvé d'être. Dans son récit, Kylian introduit également des conseils pratiques pour ceux qui aspirent à repousser leurs propres limites. Par exemple, il parle de l'importance de se préparer mentalement à l'idée du sacrifice. Selon lui, les athlètes ou les personnes qui souhaitent exceller dans leur domaine doivent d'abord accepter que la route ne sera pas facile. La douleur, la fatigue et le doute seront des compagnons constants. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent ces moments de souffrance, mais ceux qui apprennent à les accepter et à les utiliser comme carburant pour aller plus loin. Il recommande aussi de cultiver une vision claire de ses objectifs. Il insiste sur le fait qu'un objectif précis est un guide essentiel qui permet de traverser les périodes difficiles. Sans cette clarté, les sacrifices risquent de sembler vains et démoralisants. Il faut savoir pourquoi l'on sacrifie certaines choses et être conscient de la récompense qui en découlera. Exemples et conseils pratiques du chapitre. Sacrifier pour aller plus loin. Kylian explique qu'il a souvent dû choisir entre des vacances reposantes ou des semaines d'entraînement intense en montagne. Bien que cela puisse sembler être un choix difficile, il considère que chaque sacrifice est une étape vers la réalisation d'un objectif plus grand. Dans ce cas, la décision de ne pas se laisser tenter par le confort immédiat est cruciale pour le succès à long terme. Préparer l'esprit au sacrifice avant de commencer une course difficile, Kylian mentalise toujours ce que sera le processus. Il se prépare à accepter la douleur et l'épuisement comme des étapes naturelles du parcours. Ce processus mental, selon lui, est aussi important que la préparation physique, car il permet de maintenir une concentration absolue dans les moments de souffrance. Les sacrifices de la vie sociale. Jornet se souvient de plusieurs moments où il a dû choisir de s'entraîner seul en montagne au lieu de passer des moments avec des amis. Ces sacrifices ont renforcé son caractère et son engagement envers son sport. Cependant, il précise que ce choix est personnel et qu'il n'est pas nécessaire pour tout le monde de faire ces sacrifices extrêmes. Il souligne qu'il est important de trouver un équilibre entre sa passion et ses relations, bien que ce soit un équilibre délicat. L'isolement et la concentration. Kylian parle de l'importance de s'isoler pour se concentrer totalement sur l'objectif. Il utilise la montagne comme un moyen de se couper du monde extérieur, ce qui lui permet d'atteindre un état de concentration totale. Cela lui permet de se retrouver face à lui-même, de mieux comprendre ses limites et d'apprendre à les repousser. Liberté à travers le sacrifice. Un des plus grands enseignements du chapitre est que, paradoxalement, le sacrifice mène à une forme de liberté. La liberté d'être pleinement soi-même dans un environnement de performance extrême. C'est à travers cette liberté que Kylian trouve la paix intérieure et la satisfaction, malgré les sacrifices. En d'autres termes, la vraie liberté réside dans le contrôle de soi et la capacité à faire face à ses peurs et ses limitations. Conclusion. Dans ce chapitre 9 de Courir ou mourir, Kylian Jornet nous offre un regard honnête et profond sur ce que signifie réellement poursuivre l'excellence dans un domaine aussi exigeant que la course en montagne. Le sacrifice, loin d'être une contrainte, est présenté comme une clé de la liberté et de l'accomplissement personnel. À travers ses récits d'expériences vécues et ses conseils pratiques, il nous invite à réfléchir sur nos propres objectifs et à accepter les sacrifices nécessaires pour les atteindre. Ce chapitre n'est pas uniquement destiné aux athlètes. Ces enseignements s'appliquent à toute personne qui cherche à exceller, que ce soit dans le domaine professionnel, artistique ou personnel. La capacité à faire face à la souffrance, à sacrifier le confort immédiat pour un but supérieur, est essentielle à la réussite. Kylian Jornet démontre avec clarté que l'engagement total, même au prix de sacrifices, n'est pas seulement une voie vers la performance, mais aussi une manière de vivre pleinement. Le véritable défi n'est pas seulement de courir ou de conquérir des montagnes, mais de comprendre et d'accepter ce que l'on doit sacrifier pour le faire. Résumé du chapitre 10, l'essence de l'effort. Le chapitre commence par une description précise de la manière dont Kylian aborde l'effort physique. Il explique que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'effort n'est pas seulement une réponse du corps à un stimulus extérieur, mais une véritable interaction entre l'esprit et le corps. Pour lui, l'effort est une forme de dialogue intérieur, un espace où la concentration et la conscience de soi se rencontrent. Il ne s'agit pas seulement de subir la douleur ou la fatigue, mais de les comprendre, de les accepter, et de les transformer en carburant pour avancer. Kylian Jornet fait le parallèle entre l'effort physique et l'effort mental. Il estime que l'un ne peut exister sans l'autre.
Lors d'une course en montagne, par exemple, le corps souffre, mais l'esprit doit être capable de garder son calme et de se concentrer sur la tâche à accomplir. Il évoque plusieurs courses où il a dû affronter des conditions extrêmes, le froid, la neige, la pluie, la chaleur écrasante, mais ce qui a fait la différence, c'était sa capacité à rester lucide, à gérer l'effort mental. Il parle aussi de ces moments où l'on ressent une certaine légèreté dans la course, un état de fluidité et de grâce qui, selon lui, est la véritable essence de l'effort. Cela survient lorsque le corps et l'esprit sont parfaitement alignés, lorsque l'effort n'est plus perçu comme une contrainte, mais comme une expression naturelle de l'être. L'un des concepts clés que Kilian aborde dans ce chapitre est celui du flux. Il explique que lorsqu'il est dans un état de flux, il ne ressent pas la douleur de manière aussi intense. Il est en totale immersion dans l'activité, chaque mouvement étant une extension de sa pensée et de ses intentions. Cet état de flux, selon lui, est essentiel pour exceller, car il permet de dépasser les limites physiques et mentales de manière naturelle et fluide. Cependant, atteindre cet état n'est pas simple. Cela nécessite de nombreuses heures d'entraînement, de répétition et de compréhension de ses propres limites. Il faut accepter la souffrance, la fatigue et l'inconfort, mais savoir les utiliser comme des indicateurs, non comme des obstacles. Un autre aspect qu'il explore dans ce chapitre est la relation entre l'effort et la motivation. Kilian explique que, pour lui, la motivation ne vient pas d'une récompense extérieure, mais d'un désir intérieur d'accomplir quelque chose de plus grand que soi. Ce désir est ce qui lui permet de tenir dans les moments les plus difficiles. Il n'est pas motivé par la gloire ou les récompenses matérielles, mais par la satisfaction intérieure qu'il éprouve lorsqu'il dépasse ses propres limites. Cette motivation intrinsèque est un moteur puissant, car elle ne dépend ni de l'approbation des autres, ni d'un quelconque gain matériel, mais uniquement de la quête personnelle d'authenticité et de perfection. Kilian ajoute que l'effort n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel et mental. Il raconte des histoires de courses où il a dû faire face à des moments de découragement profond, à des doutes qui l'ont presque fait abandonner. Pourtant, c'est dans ces moments de faiblesse qu'il a appris à puiser dans ses ressources intérieures, à remettre en question ses pensées limitantes, et à se recentrer sur son objectif. C'est cette capacité à continuer malgré la douleur et la fatigue qui distingue les grands athlètes des autres. L'effort, dans ce sens, devient une pratique spirituelle, un moyen de se connecter à soi-même et à l'environnement qui nous entoure. Il décrit aussi un autre aspect du chapitre, l'importance de la préparation. Pour Kilian, la préparation mentale est aussi cruciale que la préparation physique. Les courses longues et difficiles exigent une concentration extrême, et cela ne se fait pas seulement par des heures passées à s'entraîner, mais aussi par une préparation psychologique. Chaque course est une bataille mentale, où il faut apprendre à gérer les hauts et les bas, à garder son calme face à l'incertitude, et à ne pas se laisser dominer par la peur ou le doute. Kilian préconise des techniques de visualisation, de méditation, et de relaxation qui permettent de mieux gérer les moments de stress intense. La confiance en soi, selon lui, se construit non seulement par la performance, mais aussi par la manière dont on se prépare à faire face à l'inconnu. Le chapitre se termine sur une réflexion plus philosophique sur la nature de l'effort dans notre vie quotidienne. Kilian compare l'effort dans le sport à celui que l'on fait dans d'autres domaines de la vie, la famille, le travail, la quête personnelle. Selon lui, l'effort est partout. Il ne s'agit pas seulement de courir ou de grimper des montagnes, mais d'affronter chaque jour les défis qui se présentent à nous avec la même détermination et la même clarté d'esprit. Il invite le lecteur à reconsidérer sa propre vision de l'effort, non pas comme une tâche pénible, mais comme une opportunité de grandir, de se découvrir et de se dépasser. Exemples et conseils pratiques du chapitre. Comprendre et accepter la douleur. Kilian conseille de ne pas voir la douleur comme un ennemi, mais comme un partenaire. La douleur est un signe que le corps et l'esprit sont en train de repousser leurs limites. L'accepter permet de mieux la gérer et de l'utiliser pour avancer. Il souligne que beaucoup de personnes abandonnent trop tôt, dès qu'elles ressentent un peu de douleur, alors que celle-ci fait partie du processus de dépassement de soi. L'importance du flux. L'état de flux est essentiel pour exceller dans l'effort. Kilian encourage les athlètes à chercher cet état de fluidité où l'effort devient naturel. Cela nécessite de nombreuses heures d'entraînement et de concentration, mais une fois atteint, cet état permet de surmonter la fatigue et d'améliorer les performances. Préparation mentale. Le travail mental est aussi crucial que le travail physique. Kilian recommande des exercices de relaxation et de visualisation pour mieux gérer les moments de doute. Selon lui, être capable de se concentrer sur l'objectif final, sans être perturbé par les émotions négatives, est un atout majeur pour réussir dans des épreuves difficiles. L'effort au-delà du sport. Kilian nous invite à appliquer la même philosophie de l'effort dans notre vie quotidienne. Que ce soit dans notre travail, nos relations, ou nos projets personnels, il est essentiel de continuer à avancer, même dans les moments difficiles. L'effort est un moyen de se connecter à notre véritable potentiel. Conclusion. Dans ce chapitre 10 de Courir ou mourir, Kilian Jornet explore l'essence même de l'effort. Il nous montre que l'effort n'est pas simplement une question de performance physique,
mais une interaction profonde entre le corps et l'esprit, un espace de concentration et de dépassement de soi. À travers ses expériences et ses conseils, il nous invite à repenser notre rapport à la douleur, à la fatigue et à l'effort, non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité de grandir et de se découvrir. Ce chapitre est une invitation à explorer notre propre potentiel et à apprendre à gérer nos ressources intérieures face aux défis de la vie. Kilian nous rappelle que l'effort est partout, et qu'il est possible de le transformer en une expérience de liberté et de dépassement. Résumé du chapitre 11, les limites invisibles. Le chapitre débute par une scène où Kilian raconte une de ses courses les plus exigeantes. Il décrit un moment où, après plusieurs heures de course intense, il commence à ressentir la fatigue non pas seulement sur le plan physique, mais aussi mentalement. Il évoque un état dans lequel il commence à douter de lui-même, à remettre en question ses capacités. Cependant, ce qui est fascinant dans son récit, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de la douleur physique qui se manifeste, mais aussi de ces limites invisibles qui surgissent dans l'esprit. Ce sont ces pensées qui, sans être directement liées à la réalité physique, viennent altérer la perception que l'on a de soi et de ses capacités. Kilian fait ici une distinction essentielle entre les limites physiques et les limites mentales. Tandis que les premières sont souvent palpables, clairement identifiables, la douleur dans les muscles, la respiration haletante, les secondes sont subtiles et insidieuses. Elles naissent de la peur, du doute et de l'incertitude. À ce moment précis de sa course, Jornet se rend compte que ces limites invisibles sont souvent plus difficiles à surmonter que la douleur physique. Il nous raconte qu'au fur et à mesure que les kilomètres s'allongent, les pensées négatives, les moments de doute et de fatigue mentale commencent à prendre de plus en plus de place. Ce n'est pas la course qui devient difficile, mais la gestion de ces pensées envahissantes. L'une des clés pour surmonter ces limites invisibles, selon Kilian, est de comprendre qu'elles sont créées par notre propre esprit. Parfois, ce ne sont pas nos muscles qui nous font défaut, mais bien notre mental. Lors de ces courses, il a appris à reconnaître les signaux internes qui sont liés à ces limites invisibles. Lorsqu'il ressent une fatigue excessive, il distingue immédiatement si cette fatigue est purement physique ou s'il s'agit d'un signal mental qui le pousse à penser qu'il ne peut pas continuer. En prenant un moment pour se recentrer et respirer profondément, il parvient à dissocier les deux et à continuer. C'est un peu comme une sorte de combat intérieur entre la réalité du corps et les perceptions mentales de la difficulté. Un autre aspect de ces limites invisibles est la manière dont les autres peuvent les imposer indirectement. Kilian évoque l'influence des jugements extérieurs, des attentes des autres, et comment ces perceptions peuvent devenir des barrières invisibles que l'on se crée inconsciemment. Il raconte un moment où un spectateur lui a dit que la course qu'il effectuait était impossible, que personne ne pourrait la terminer. Plutôt que de se laisser abattre, Kilian a utilisé ce commentaire comme un catalyseur. Cela lui a permis de pousser encore plus loin, de dépasser cette limite sociale, et de prouver que ce qui semblait impossible n'était en réalité qu'une construction mentale, partagée par ceux qui n'avaient pas l'expérience de ce type d'effort. Kilian nous parle aussi des limites imposées par le temps. Lors de ses nombreuses courses de longue distance, il a appris que le temps pouvait devenir une limite invisible aussi bien physique que psychologique. Il évoque les moments où il s'est retrouvé à courir contre l'horloge, où l'intensité de l'effort était accentuée par cette pression constante de devoir finir dans un certain délai. Ces moments, selon lui, sont un excellent moyen de tester ces limites invisibles. Mais plus important encore, ils sont l'occasion de constater que le temps, tout comme la douleur, est une donnée que l'on peut gérer. Lorsqu'il apprend à ignorer l'horloge et à se concentrer sur le moment présent, il parvient à libérer son esprit et à mieux gérer la fatigue, prouvant ainsi que la perception du temps est bien une construction mentale. L'une des stratégies que Kilian propose pour surmonter ces limites invisibles est la création de rituels mentaux. Il explique que, face à la douleur ou à la pression mentale, il utilise des techniques simples pour se redonner un contrôle. Cela peut être un mantra, une phrase qu'il se répète à chaque étape difficile de la course, ou encore une image mentale qui l'aide à se concentrer sur la réussite plutôt que sur l'échec. Ces rituels deviennent des outils puissants pour neutraliser les pensées négatives et renforcer la concentration. Par exemple, dans les moments où il se sentait mentalement épuisé, Kilian visualisait un sommet à atteindre, non pas comme un objectif lointain et intimidant, mais comme une étape à franchir. Cela lui permettait de décomposer la course en petites victoires plutôt qu'en un seul défi insurmontable. Un autre point essentiel qu'il aborde est la question de la gestion des émotions. Kilian explique que, pour lui, comprendre et accepter les émotions est primordial pour dépasser les limites invisibles. Les émotions, qu'elles soient de la peur, de l'excitation ou de la frustration, peuvent soit devenir des obstacles, soit des moteurs de performance. Lors de ses courses, il a appris à observer ses émotions sans y être submergé. Plutôt que de les fuir, il les accepte comme une partie intégrante du processus. Cette acceptation permet de conserver un état mental plus serein et plus concentré. Kilian aborde également un concept fondamental, la notion de flou. Selon lui, souvent, les limites invisibles ne sont pas clairement définies.
Elles sont mouvantes, imprécises, et changent selon le contexte et l'état d'esprit. Lorsqu'il s'est retrouvé face à des défis apparemment insurmontables, il a appris à avancer dans ce flot, à accepter l'incertitude et à faire confiance à ses capacités. Cela peut signifier avancer dans une course sans savoir exactement combien de temps il lui reste, sans connaître précisément la distance, mais en ayant confiance que chaque pas le rapproche de son objectif. Exemples et conseils pratiques du chapitre. Distinguer entre la fatigue physique et mentale. Kilian conseille de toujours analyser les signes que notre corps nous envoie. Lorsque l'on ressent de la fatigue, il est essentiel de se poser la question, est-ce que c'est la douleur physique qui me limite, ou est-ce mon mental qui crée une barrière invisible? Apprendre à reconnaître cette différence permet de mieux gérer les moments difficiles. Créer des rituels mentaux. Kilian recommande d'utiliser des mantras ou des images mentales pour se recentrer. Ces rituels sont particulièrement utiles dans les moments de doute ou de fatigue extrême. Ils servent de boussole intérieure pour rester concentré sur l'objectif, plutôt que sur les obstacles. Accepter l'incertitude. L'un des grands enseignements de ce chapitre est d'accepter l'incertitude. L'inconnu fait partie intégrante du processus de dépassement de soi. Kilian suggère de ne pas se laisser paralyser par l'incertitude, mais de l'utiliser comme une opportunité de tester ses capacités et de grandir. La pression du temps. Pour ceux qui se trouvent souvent contraints par le temps, Kilian propose une approche simple, au lieu de regarder l'horloge, concentrez-vous sur l'instant présent. Le temps, dans ce sens, n'est qu'une variable extérieure, et non une barrière mentale insurmontable. Conclusion. Dans le chapitre 11 de Courir ou mourir, Kilian Jornet nous invite à prendre conscience des limites invisibles qui façonnent notre manière d'agir, de penser et de performer. Il nous rappelle que ces limites ne sont pas des obstacles inévitables, mais des constructions mentales que l'on peut apprendre à dépasser. Le véritable défi réside dans la gestion de ces frontières intangibles, qu'elles soient physiques, mentales ou sociales. En nous montrant comment il a affronté ses propres limites invisibles à travers des techniques simples et une profonde compréhension de soi, Kilian nous offre un guide puissant pour surmonter nos propres barrières et aller au-delà de ce que nous pensions possible. Ce chapitre, comme tout le livre, est une invitation à repousser les frontières de notre propre potentiel, à affronter nos doutes et à dépasser les obstacles invisibles qui nous retiennent. Résumé du chapitre 12, l'extase de la course. Le chapitre 12 commence par une description vibrante de l'une de ses courses les plus intenses. Kilian se trouve sur un terrain difficile, en altitude, là où la nature devient impitoyable et chaque pas doit être mesuré avec soin. Mais au lieu de se concentrer sur la douleur et la fatigue, il se laisse emporter par le moment. La première partie du chapitre est une plongée dans cette expérience unique où le corps, le terrain et l'esprit semblent s'unir pour créer une sensation de liberté totale. Pour Kilian, ce moment précis est une forme d'extase, un état de fusion avec la montagne, où l'effort devient presque secondaire. Il parle de cette sensation de légèreté qui apparaît lorsque le mental se déconnecte des contraintes physiques et que la course devient un flux naturel, un mouvement continu et harmonieux. Cet état de flux est décrit comme une sorte de transe, un espace où l'on n'a plus conscience du temps qui passe, ni de la douleur du corps. Pour lui, il s'agit de l'une des plus grandes satisfactions que l'on peut expérimenter dans la course, l'absence de toute pensée consciente, où l'on devient un avec le terrain, où chaque mouvement est précis et fluide, comme une danse avec la montagne. Il met en lumière l'importance de la concentration totale, de l'instant présent. Ce n'est pas seulement une question de performance, mais de vivre pleinement chaque moment, chaque respiration, chaque pas. Il nous invite à comprendre que le plaisir profond de la course n'est pas la victoire, mais l'expérience en elle-même, l'engagement total dans l'effort. Kilian raconte ensuite comment il entre dans cet état de flux. Selon lui, il ne s'agit pas de forcer cet état, mais de le cultiver. Il décrit plusieurs techniques qu'il utilise pour y parvenir, à commencer par la respiration. En prenant des inspirations longues et profondes, il parvient à se concentrer sur la sensation du souffle et à réduire l'influence des pensées parasites. La respiration devient alors un ancrage qui lui permet de se concentrer uniquement sur l'action présente. Il évoque également le rôle central du lâcher-prise. L'une des clés pour atteindre cet état est de ne pas chercher à tout contrôler. Il parle de moments où il a dû accepter que certaines choses échappent à son contrôle, notamment la météo ou la difficulté du terrain. C'est dans l'acceptation de ces imprévus qu'il trouve la paix intérieure. Lorsqu'il cesse de lutter contre les éléments ou contre ses propres limites, il peut alors se concentrer pleinement sur sa performance. Le lâcher-prise devient donc un véritable outil pour se libérer des tensions inutiles et accéder à un état de fluidité. Un autre aspect que Kilian met en avant dans ce chapitre est l'importance de l'intuition. Il parle d'une sorte de dialogue silencieux entre lui et la montagne, où il apprend à lire les signes subtils de la nature. Il ne parle pas simplement de sa propre performance, mais de l'harmonie qu'il ressent avec les montagnes, les sentiers, et même les intempéries. Chaque élément du paysage lui transmet des informations. Par exemple, il mentionne que la couleur du ciel ou l'orientation du vent peuvent lui indiquer quelle direction prendre ou quel rythme adopter. Cette capacité à écouter son intuition est, pour lui,
l'une des forces principales qui lui permet de progresser dans ses courses et de maintenir son calme face aux situations imprévues. Kilian raconte également que dans cet état de flux, il se sent libéré de l'ego. Les pensées liées à la compétition, aux performances et aux résultats disparaissent. Ce n'est plus une question de comparaison avec les autres, ni de volonté de surpasser ses propres records. L'objectif devient simplement d'être présent, d'être en symbiose avec l'effort. Cette libération de l'ego est un élément essentiel de l'extase qu'il expérimente. L'effort n'est plus un fardeau, mais une source de satisfaction pure, où la course devient une forme de méditation en mouvement. Pour Kilian, cet état d'extase n'est pas réservé au moment de course extrême. Il explique que cette sensation peut être vécue dans toutes les formes d'effort, dès lors que l'on se concentre pleinement sur ce que l'on fait. Il utilise cet état pour surmonter les moments difficiles, pour retrouver son énergie mentale et physique dans les phases de doute. Cet état de flux peut également être atteint lors des moments de solitude, lorsque l'on se détache des distractions extérieures et que l'on se connecte à soi-même. Dans le chapitre, Kilian nous invite à une réflexion plus large sur la notion de plaisir. Il définit le plaisir comme un sentiment d'accomplissement, mais pas nécessairement lié à un résultat. Ce plaisir est la récompense d'un engagement profond dans l'effort, d'une capacité à se libérer de l'ego et de l'attachement au résultat. Il nous conseille de trouver ce plaisir dans chaque aspect du parcours, et pas uniquement à la fin, lorsque la course est terminée. Chaque moment de la course doit être une source d'apprentissage et de joie, un pas vers l'extase du mouvement. Exemples et conseils pratiques du chapitre. Cultiver la respiration consciente, Kilian recommande de se concentrer sur sa respiration pour entrer dans un état de concentration intense. Il suggère de respirer lentement et profondément, ce qui permet de se recentrer et de réduire le stress mental. Cette technique simple est très efficace pour ceux qui souhaitent améliorer leur performance, mais aussi leur bien-être global. Laisser aller le contrôle, l'acceptation du moment présent, sans vouloir contrôler chaque aspect de la course, est un principe clé. Kilian conseille de ne pas se laisser submerger par les imprévus, mais d'apprendre à les intégrer dans son processus. Le lâcher-prise est essentiel pour réduire l'anxiété et trouver la fluidité. Écouter son intuition, un autre conseil est d'apprendre à écouter son intuition et à se connecter à son environnement. En observant attentivement les éléments naturels, Kilian parvient à trouver son rythme et à anticiper les difficultés. Cela permet non seulement de mieux gérer l'effort, mais aussi de profiter pleinement de la beauté de la nature. Se libérer de l'ego, Kilian insiste sur l'importance de se détacher de l'ego. L'effort n'est plus une question de comparaison avec les autres ou de quête de résultats, mais de pleine immersion dans l'instant. Cette approche permet d'atteindre un état de sérénité, même dans les moments les plus difficiles. Conclusion. Le chapitre 12 de Courir ou mourir est une réflexion profonde sur la manière dont la course peut devenir une expérience spirituelle et extatique. Kilian Jornet nous invite à dépasser les simples notions de performance et de compétition pour nous concentrer sur l'instant présent, sur l'harmonie entre le corps, l'esprit et la nature. Par la respiration consciente, le lâcher-prise, l'écoute de l'intuition et la libération de l'ego, il nous montre que l'extase de la course ne réside pas dans le résultat, mais dans l'engagement total dans l'effort. Ce chapitre nous rappelle que le véritable plaisir de la course réside dans chaque moment, dans chaque pas, et que c'est cette immersion totale dans l'effort qui nous permet de nous élever et de nous accomplir pleinement. Conclusion ultime sur Courir ou mourir de Kilian Jornet. Courir ou mourir n'est pas simplement un récit de courses extrêmes, de défis physiques imposés par les montagnes les plus redoutables. C'est bien plus que cela. Ce livre est une invitation à repenser la notion d'effort, de performance et de dépassement de soi. Kilian Jornet, à travers son parcours exceptionnel, nous montre que la véritable essence de la course en montagne, de l'aventure sportive, réside dans la quête de l'harmonie entre le corps et l'esprit, dans la connexion intime avec la nature, et dans la capacité à se libérer des contraintes imposées par nos propres attentes et peurs. Le fil conducteur de son récit est cette recherche constante du flux, cet état d'extase qui, loin d'être une simple sensation de plaisir, devient un espace où l'individu se fond totalement dans l'action, où chaque geste, chaque mouvement, devient une réponse instinctive et pure au terrain, à la montagne, au défi. Le dépassement de soi n'est plus une lutte contre la fatigue ou la douleur, mais un processus d'alignement intérieur, une quête où la course elle-même devient un chemin vers la paix intérieure. Cette dimension spirituelle, presque méditative, de l'effort est un aspect central du livre. L'un des points majeurs du livre est sans doute la manière dont Kilian aborde la notion de compétition. Dans ses récits de courses acharnées, il n'est jamais question de surpasser les autres pour le simple goût de la victoire, mais de se surpasser soi-même, de comprendre que l'objectif ultime n'est pas d'être meilleur que les autres, mais de progresser continuellement, d'apprendre à mieux se connaître et à aller au-delà de ses propres limites. L'ego, selon lui, est l'un des plus grands obstacles au véritable progrès. Se libérer de l'ego permet de se concentrer pleinement sur l'essence de l'effort et de goûter à une satisfaction plus profonde et plus durable. Les défis physiques sont, bien entendu, omniprésents dans le livre, mais ils sont souvent utilisés comme un prétexte pour explorer la résilience mentale.
Kilian souligne l'importance de l'adaptation, de la gestion des imprévus et de la flexibilité. La montagne, bien qu'implacable, devient une source d'apprentissage constant, une professeure silencieuse qui nous apprend à accepter la douleur, à transformer les obstacles en opportunités de croissance. C'est une relation d'amour et de respect, une danse avec la nature qui exige humilité et discipline. Tout au long du livre, Kilian se distingue par sa philosophie du lâcher-prise. Il insiste sur l'importance de la présence dans l'instant, du fait de ne pas chercher à tout contrôler, mais de savoir se laisser guider par son intuition. La pratique du lâcher-prise, tant sur le plan physique que mental, devient une clé pour atteindre cet état de flux et vivre pleinement l'expérience du sport et de la vie. Cela ne signifie pas de renoncer à l'effort ou à la préparation, mais d'accepter ce qui vient, de se libérer des attentes, de se concentrer sur l'action immédiate et de faire confiance à son corps et à son esprit. Une autre dimension essentielle du livre est l'idée de la solitude. Kilian parle souvent de la solitude qu'il recherche lors de ses courses, non pas comme un isolement, mais comme une opportunité d'être seul avec ses pensées, avec la montagne, et avec ses émotions. Il explique comment cette solitude l'aide à se recentrer, à se retrouver, à mieux comprendre ses propres limites et ses désirs. C'est dans ces moments d'isolement que se révèle une forme de vérité pure, où l'on peut se libérer de la pression sociale et des attentes extérieures. Kilian propose également une réflexion sur la notion de plaisir. Ce plaisir, loin d'être lié au résultat ou à la reconnaissance, est, pour lui, une expérience intime et personnelle. Il réside dans l'engagement total dans l'effort, dans la satisfaction d'être en harmonie avec soi-même et son environnement. La performance ne se mesure pas uniquement à l'arrivée ou au temps réalisé, mais à la manière dont on a vécu le parcours, à la manière dont on a appris à accepter les défis, à profiter de chaque instant du voyage. Ce livre offre aussi des conseils pratiques pour toute personne désireuse d'appliquer cette philosophie à sa propre vie, qu'il s'agisse de courir en montagne, de se préparer à un projet ambitieux ou tout simplement de chercher à améliorer son bien-être mental et physique. La respiration consciente, l'adaptation aux imprévus, l'écoute de son intuition et la gestion de la solitude sont autant d'outils précieux pour se dépasser, non pas en cherchant à être meilleur que les autres, mais en cherchant à être la meilleure version de soi-même. Enfin, Courir ou mourir n'est pas seulement un livre de sport, c'est un livre de vie. Il nous montre que la montagne, dans toute sa beauté et sa dureté, est une métaphore de l'existence humaine, un chemin semé d'embûches, de défis imprévus, mais aussi de moments d'extase et de joie profonde. C'est un appel à vivre pleinement, à oser se confronter à ses peurs, à dépasser ses limites, mais aussi à accepter l'imperfection et la fragilité humaine. Kilian Jornet, par son témoignage sincère et passionné, nous enseigne qu'au-delà de la performance, l'essentiel réside dans la manière dont nous choisissons d'aborder l'effort, le dépassement de soi et, au final, la vie elle-même. À travers Courir ou mourir, Kilian nous montre que la véritable victoire ne réside pas dans la conquête des montagnes, mais dans la conquête de soi. Et c'est cela, le plus grand enseignement de ce livre, apprendre à se connaître, à se respecter, à se libérer de l'ego et à trouver, dans l'effort, la véritable essence de la vie. Il nous invite à courir, non pas pour fuir, mais pour avancer, pour grandir, pour devenir plus fort, plus sage et plus connecté à la beauté du monde qui nous entoure. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.